Établissons d'abord ceci. L'Africain d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Africain d'avant les razzias négrières. C'est la première chose. C'est-à-dire que lorsqu'on voit aujourd'hui certains régisseurs qui collaborent avec l'Occident contre leur peuple, dites-vous bien que ces Africains n'ont rien à voir avec les Africains d'avant les razzias négrières atlantiques. D'abord parce que une société a une culture. Il n'y a pas de culture universelle comme ça. Sinon, tout le monde serait pareil. Nous agirions de la même manière, fort heureusement d'ailleurs. Bien. Lorsque vous regardez comment les sociétés fonctionnent, elles ne peuvent fonctionner que par rapport à leur philosophie de base. Nous avons 3 grandes sociétés noires dans le monde. Du monde avant les razzias négrières. Il y a l'Afrique, il y a l'Égypte pharaonique, il y a l'Inde. Est-ce que les Africains se faisaient des guerres pour donner des esclaves? J'en suis pas si sûr. Beaucoup disent les guerres tribales. Mais si vous regardez dans cette région, à la fin du XVIIIe siècle, cette région, notre Afrique du Sud, est très proche des îles de l'océan Indien. Donc on pourrait dire, si c'est dans le naturel des Africains de se faire la guerre pour donner des esclaves à l'extérieur, on se rend compte qu'ici ça ne marche pas. Parce qu'ici, à la fin du XVIIIe, début XIXe siècle, nous avons un grand guerrier, Shaka Zulu, qui fait la guerre à des tas de gens, qui gagne la guerre, il ne les vend pas, les gens. Il ne les vend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il les rassemble et il dit, vous êtes les Amazulu, vous êtes les enfants du ciel. Là où vous êtes, c'est votre terre. Donc ces idées absurdes qui continuent aujourd'hui, selon lesquelles les Africains sont tous organisés en tribus. Et ces tribus passent leur temps à se taper dessus. Quand il y avait l'esclavage, on entend ça. Quand il y avait l'esclavage, au moins on donnait une issue à ces guerres. Parce qu'on prenait ces gens pour les emmener en Amérique. Maintenant qu'on n'est plus là, regardez comment ils se tuent. Donc, c'est une absurdité qui ne repose sur rien. Donc, tous les États africains qui se construisent, on va dire, ils pensent comme l'autre, il n'est de richesse que d'hommes. Moi, je maintiens que la plupart, ceux qui ont collaboré, même les pisteurs, ceux qui suivaient les Noirs dans la forêt pour les arrêter, comme les capots, il y a eu des capots juifs, on n'a jamais, nous ne sachions pas qu'on nous ait dit que, oui, ces capots juifs sont responsables de quoi que ce soit. Celui qui ne marchait pas, on l'abattait sur le champ. C'est la loi de la mafia. On vous fait une offre que vous ne pouvez pas refuser. Bon. Donc, il faut vous mettre, toujours avoir présent à l'esprit que les Africains que nous avons aujourd'hui en Afrique n'ont rien à voir avec les Africains. D'ailleurs, lisez Ibn Battuta, voyage au Soudan. Ibn Battuta arrive en Afrique au XIVe siècle. Il écrit, il avait voyagé dans le monde entier, c'était un arabe espagnol. Il dit qu'il n'avait jamais vu un continent où il y avait, les gens avaient autant refusé l'injustice. Les rois africains, d'ailleurs, les Africains ont lancé le premier manifeste des droits de l'homme, le serment du Mandé, au XIVe siècle. Kourofane Fouga. Oui, voilà. Au XIVe siècle, les Soundiata Keita et les Soumaoro Kanté. Donc, l'erreur que nous commettons souvent, et on veut nous la faire soumettre, c'est de faire croire que, oui, en fait, finalement, tout le monde est pareil, et tous les hommes sont pareils, mais c'est-à-dire que les Occidentaux ont ceci de particulier que ce qui est bien, c'est eux qui sont les seuls à le posséder. Ce qui est mauvais est réparti dans l'humanité et pire chez les autres. Dans l'histoire du Congo, combien d'exemples nous avons du bel étranger ou de la belle étrangère qui vient, on ne sait pas d'où, et qui arrive, on lui dit, mais viens, reste chez nous. On n'en fait pas un prisonnier pour le mettre en esclavage. Donc ce sont des mythologies qui ont été inventées
Parce que moi, je me mets à la place des Européens de l'époque, même au XVIIe siècle. Le gars qui va voir des pièces de Molière, de Racine et de Corneille, l'idée ne lui vient pas qu'on puisse prendre quelqu'un et le vendre. Donc il faut justifier l'injustifiable. Donc on va inventer des trucs. Quand les Portugais arrivent au Congo au XVe siècle, les Africains produisent de la soie. Maintenant, pourquoi est-ce que les Africains croient qu'on les a vendus? C'est-à-dire que la vie dans les plantations n'était pas calme. Il y avait des révoltes tout le temps. Notre peuple ne sait, en mer, en terre, donc ils sabotaient les plantations. Jusqu'au jour où on demandait aux enfants, et les enfants disaient au maître blanc, vous êtes allés attraper nos parents en Afrique, vous les avez amenés ici. Alors pour arrêter cette hémorragie, qu'est-ce que les Blancs vont trouver comme phénomène? Un, ils prennent le père qui a dit à ses enfants. Ils élevaient des oiseaux de proie. On appelle tous les esclaves. On met l'homme dans la cage, on met les oiseaux de proie, qui le mangent devant tout le monde. On prend ses enfants, on va à tel maître, on va à lui-ci, à l'autre. Et on leur dit, celui qui dit encore à ses enfants qu'on est en train d'aller vous attraper en Afrique, voilà ce qui va lui arriver. Et vous leur direz que nous sommes allés vous sauver de la barbarie des nègres. Voilà comment, petit à petit, c'est ça qu'on appelle le phénomène dynamique. Un siècle, 2 siècles, ça devient la vérité. Et les Noirs ont fini par croire que les Africains ont fini par croire que ce sont leurs propres frères qui les ont vendus. L'esclavage est une pratique orientale et européenne. L'esclavage n'est pas une institution africaine. Donc cela m'oblige à définir les mots pour que tout le monde soit d'accord. Parce qu'on dit n'importe quoi. Hein? Esclavage, ça vient du mot slave. Donc slave, c'est pas nègre. Chacun sait de qui je parle. Ce sont des populations de l'Europe centrale que les Romains et les Grecs allaient prendre pour les réduire à l'état de biens cheptels, comme si c'était du bétail. Et on allait les traire jusqu'à ce que le sang sorte, selon Caton, dans des Re Rustica. Il faut les traire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lait et le sang sorte à la place du lait. C'est comme ça qu'ils appelaient ces gens. Donc quand on dit équation nègre égale esclave, c'est faux. Parce que le mot esclave veut dire slave, c'est pas nègre. Si je suis logique. Étymologie maintenant, je donne l'étymologie. Bon, ensuite, deuxièmement, je donne la signification juridique du terme esclavage. Est esclave tout être humain réduit à l'état de bien cheptel en vertu des lois en vigueur dans la cité. Donc ce sont les lois qui disent qu'on a le droit de réduire un être humain à l'état de bétail. Mais le ministre de France Colbert va faire mieux. Il va dire que le noir n'est même pas un bétail. Le noir, c'est un meuble. Un bien meuble. Dans le Code noir de 1685 et dans le Code noir de 1724. Parce qu'il y a 2 codes noirs. On dit qu'il y a 2 versions, c'est faux, il y a 2 codes noirs. Le deuxième renforce par la répression le premier. Donc, ce que je dis ici, c'est qu'on ajoute maintenant une catégorie qu'on appelle bien meuble. Ça dit le noir des Antilles, c'était comme une table. Le noir pris en Afrique, c'est comme une table. Quand on le frappe même, il ne doit pas sentir. Mais la contradiction, c'est qu'on dit qu'il est bien meuble. Ça dit comme une chose, mais en même temps, il faut le baptiser la chose. Hein? Il faut baptiser un meuble. Bon. Donc, ce noir qu'on appelle bien cheptel ou bien meuble, on l'appelait plus tard bien meuble, c'était pas lui esclave, il ne connaissait pas ça dans son pays. Donc il ressort de ce que je dis maintenant, que l'Afrique noire, d'avant la conquête des Arabes, avant l'entrée des Arabes en 639 de notre ère, l'Afrique n'a jamais connu l'esclavage. Alors vous allez me dire, écoutez, parce que moi je définis au moins. Les autres ils ne définissent pas, ils parlent en l'air. Tous les systèmes de dépendance ne sont pas l'esclavage.
Bien avant que les navires européens n'atteignent les rivages de l'Afrique tropicale, un réseau commercial solide et organisé y existait déjà. C'était un vaste système dont les marchés et les liaisons terrestres et maritimes s'étendaient jusqu'en Inde et en Chine. Le centre africain de ce système se trouvait ici, dans le grand empire du Mali. Un voyageur célèbre du XIVe siècle visita l'empire du Mali, encore au sommet de sa prospérité, et consigna dans ses mémoires. De tous les peuples, les Noirs sont ceux qui détestent le plus l'injustice. La sécurité à travers tout le pays est complète et générale. Le voyageur n'a pas plus de raison de craindre les brigands, les voleurs ou les ravisseurs, que n'en ont les habitants eux-mêmes. Celui qui a écrit ces lignes était un voyageur marocain du nom d'Ibn Battuta. Heureusement pour nous, ces mémoires nous sont parvenues, riches en détails sur la vie en Afrique occidentale il y a 600 ans. Très souvent, ce sont les interventions arabes et européennes qui ont provoqué des guerres et des conflits entre Africains subsahariens. Parce que vous savez que l'une des thèses défendues par les historiens européens, c'est que les Africains, entre eux, se faisaient continuellement la guerre, alors que, en fait, pour peu que j'en sache, ces conflits n'étaient pas très fréquents du temps, par exemple, de l'Empire du Mali. Dans le 15e, on peut même dire que l'historien français qui s'appelle Raymond Moni avait même parlé de la Pax Maliana, par comparaison avec la paix romaine. Donc c'était la paix de l'Empire du Mali. Et les incursions extérieures il y en avait peut-être 3 par siècle. Alors que les Européens, dans le même temps, ne cessaient justement eux-mêmes de se faire la guerre. Ils étaient donc très mal placés pour interpeller les Africains sur ce point. Je veux donc souligner que les conflits qu'on a observés au XVIIIe siècle et au XIXe siècle étaient justement des conflits provoqués par, la plupart du temps, par l'intervention externe, soit arabe, soit européenne. Deuxième point. Comme l'ethnologue allemand Leo Frobenius l'avait indiqué, les sociétés noires africaines étaient bien structurées au XIVe, XVe, XVIe siècle au moins. C'est Frobenius lui-même qui parle de campagnes couvertes de champs, des États bien ordonnés, jusque dans les moindres détails, une économie extrêmement active. Il ajoutait des peuples civilisés jusqu'à la moelle des os. Le mode de production africain traditionnel n'était pas esclavagiste. C'est l'intervention et la sollicitation externe qui provoquèrent une grande prolifération et une grande extension de l'esclavage en Afrique noire. Avant cela, il s'agissait plutôt de personnes dépendantes, d'anciens prisonniers de guerre qui avaient été plus ou moins intégrés à la population. En 1526, le roi congolais christianisé Alfonso écrivit au roi du Portugal Jean III la phrase suivante: « Notre volonté est que dans ces royaumes du Congo, il n'y ait jamais ni commerce ni marché d'esclaves. » Voilà qui est clair. Et c'est ce qu'il y a lieu de répondre à ceux qui veulent se dédouaner en culpabilisant les Africains, lesquels ont été pratiquement contraints de donner des êtres humains pour obtenir des armes sans lesquelles ils n'auraient pu se défendre. Je pense qu'il est nécessaire finalement de mieux connaître l'histoire des résistances à la fois en Afrique, sur les terres où ont été pris les esclaves,
l'histoire des personnes, des individus, des groupes d'individus qui ont résisté à la déportation, tout comme ceux qui ont été déportés, par exemple les révoltes marronnes aux Caraïbes. Donc il est très important de connaître cette histoire, mais il me semble quand même qu'il est aussi important pour la mémoire justement, pour la mémoire collective et pour l'histoire, il est aussi important d'enseigner, c'est mon opinion, qu'il y avait des complices locaux. Par exemple, le roi d'Abomey en 1770, il gagnait l'équivalent de 125 000 livres sterling. Vous disiez tout à l'heure, c'est un individu, mais non, il représentait un État. Le temps ne travaille pas pour nous, donc je ne veux pas vous laisser continuer comme ça. Vous savez, c'est une astuce. Vous me dites en 1700 combien? 1700, les sons 1700. Ouais. Les razzias négrières ont commencé en Afrique en 1441. Oui. Bien. 3 siècles après. Voilà. C'est ça qu'on appelle le phénomène dynamique. Ça veut dire quoi? C'est ce que vous êtes en train de me dire là. Vous me dites, oui, voilà, les francophones et les anglophones sont toujours battus en Afrique depuis qu'ils... Ce phénomène dynamique veut dire ceci. Aujourd'hui, vous allez dire, voilà, les francophones et les anglophones se sont toujours battus depuis que l'Afrique existe. Mais depuis que l'Afrique existe, les Africains n'étaient pas des anglophones. Ils ne parlaient ni l'anglais ni le français. Donc vous êtes en train de prendre une période où ces gars-là ont fabriqué, c'est-à-dire que vous naissez dans un pays où il n'y a que le seul commerce qui existe en Afrique. C'est pour ça que c'est l'or noir. Il n'y avait que la traite négrière. Les gens ne savaient rien d'autre. Voilà. Donc ça veut dire qu'on les a conditionnés pour ne faire que ça. C'est-à-dire que quand on siffle la fin du jeu, les gens se demandent, mais comment nous allons vivre? Ils ne cultivent même plus la terre. Tous les systèmes de dépendance ne sont pas l'esclavage. Sinon la féodalité serait l'esclavage. Le système des serfs, ce serait l'esclavage, etc. L'Afrique a connu des systèmes de dépendance comme tous les peuples dans l'Antiquité. Mais l'Afrique connaissait seulement 2 catégories de dépendants à l'exclusion de l'esclave, tel que je l'ai défini maintenant. La première catégorie, c'est ce que les Égyptiens appelaient Bak. Le déterminatif montre que ce n'est pas un homme qui est lié. Il est libre, vacant à ses occupations. Donc on traduit par serviteur. Ça ne peut pas être esclave parce que même le pharaon, on dit Bak en Ra, c'est-à-dire serviteur de Ra. Donc le pharaon est aussi esclave. Donc, tout le monde ne peut être esclave aussi. Donc, il faut garder le mot esclave pour les gens qui utilisent ces mots. Ce n'était pas l'Afrique. Bon, peut-être il faut inventer un autre mot. Mais ce n'est pas esclavage. D'autre part, il y avait une deuxième catégorie. Alors, la première catégorie jouissait de ses biens, avait sa maison, avait toute sa femme, et pouvait retourner, vaquer à ses occupations après le travail. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les captifs, que les Égyptiens appellent Seker Ankou, au pluriel. C'est-à-dire les vivants blessés. C'est-à-dire qu'ils font des guerres à l'Égypte, et ils sont capturés, ils sont liés, et en attendant qu'ils assimilent les mœurs de l'Égypte, au point qu'ils deviennent même empereurs chez les Noirs. Est-ce que vous avez déjà vu Khalid et Spartacus devenir empereurs alors? Dites-moi. Eh bien, vous savez bien que le Mansa Sakura de l'Empire mandingue, il était d'abord de condition captive, et il est devenu empereur. Alors les idéologues disent que ce n'est pas usurpation. Mais est-ce que quelqu'un, un esclave, peut être pas usurpation, même Basileus en Grèce? Même pas usurpation, je lui demande même d'usurper. Usurpe. Alors, donc c'est faux. Ça veut dire que l'Afrique n'a pas connu l'esclavage. J'ai défini juridiquement maintenant. Bon, l'Afrique a connu quoi? L'Afrique a connu une catégorie de dépendance qui n'a pas encore de nom. Donc ils utilisent plein de mots qu'ils appellent mode de position asiatique. Il faut évacuer tout ça. Il faut utiliser nos langues. Comme ça on va mieux comprendre. Bon, en fond B. Moi je parle fond. Maintenant je parle fond. Voilà. Bon, on dit que il y a ce qu'on appelle mécentons. Mécentons.
les Blancs disent que quand on dit Vidomengo, ça dit l'enfant chez Kida. Ça voudrait dire esclave. Non. J'ai défini esclave, n'est-ce pas? On ne sort pas de là. Mais Saint-Homme, ce n'est pas esclave. Ce sera un peu serviteur, hein, qui travaille pour la personne à laquelle il est attaché, mais il est libre. Sinon, il ne pouvait pas jouir de certaines conditions. Et donc, d'abord, la première chaîne, c'est ce qu'on appelle maintenant les planificateurs, les concepteurs dans la causalité historique. Si tu as fait l'histoire vraiment. La deuxième chaîne, le deuxième niveau de responsabilité, ce sont ceux qui ont fourni la logistique. C'est-à-dire qui ont financé, qui ont fourni la logistique. Troisième niveau de responsabilité, ce sont ceux qui ont organisé sur place à partir de la logistique. Organisé sur place, l'organisation. Donc la traite, c'était une organisation aussi. Hein. Ce n'était pas des Africains qui se levaient pour amener d'autres Africains sur un marché en disant « venez nous acheter ». Sinon, pourquoi ceux qui venaient acheter, sachez les Africains venaient avec des canons et tuaient les Africains dans les radias. Tu ne vas pas faire un commerce avec des canons. Pourquoi tu fais un commerce avec des canons puisque l'autre vient librement te livrer son frère, puisqu'il n'aime pas son frère. C'est ça qu'ils ont dit à Jean-Pierre, tout ça. Mais ils savent maintenant que c'est faux. Voilà. Je dis que ce niveau de responsabilité maintenant, c'est ce qu'on appelle l'organisation sur place. Ensuite, vous avez un autre niveau de responsabilité juste en dessous. C'est ce qu'on appelle maintenant, sur place, les bras armés, c'est-à-dire les mercenaires qui vont faire le travail. C'est-à-dire les gens, les exécutants du travail. Ensuite, vous avez en dessous encore ce qu'on appelle maintenant les complices sur place. C'est-à-dire il y a des gens qui disent, bon, on ne veut pas quand même être vendus. Donc comme ils ont des canons, on ne peut pas. Donc on ne veut pas être vendu. Tu vois? C'est même dans l'histoire des Juifs. Hein. Par exemple, les Juifs, ici en France, il y avait des Juifs qui avaient l'argent. Ils avaient les moyens. Mais ils ne voulaient pas perdre tous leurs biens comme en Espagne. Quand les rois catholiques les ont spoliés, les ont chassés ensuite vers la Hollande, vers tout ça. Ils ne voulaient pas perdre. Hein? Donc ces Juifs maintenant, ils ont dit qu'ils sont dans l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France. Et ils ont dit, bon, nous on ne fait pas, on n'attaque pas physiquement les nazis. Mais les Juifs savent qu'ils existent. Certains ont même changé leur nom. Je ne vais pas donner les noms parce qu'il y a des hauts dirigeants politiques qui sont des descendants. Et les Juifs en Israël les appellent les renégats. Donc je ne veux pas rentrer dans une querelle de famille. Mais les Juifs disent dans leur histoire que le peuple juif a résisté. Parce que c'est au niveau de la complicité. Mais ce n'est pas le peuple juif qui a planifié la solution finale. Ça reviendrait à dire que les victimes sont leurs propres bourreaux. Ce qui est une monstruosité qu'on ose dire pour les nègres. Il en est de même de la France. En France, il y a des gens qui ont collaboré. Mais ce n'étaient pas des petits Français comme on le dit. C'était l'ancien maréchal de France. C'était le président du Conseil Pierre Laval. C'était Darlan. C'était Darquier de Pellepoix, le commissaire aux affaires juives. C'était donc l'élite française qui collaborait. Pendant ce temps, c'était des nègres qui étaient dans les maquis. Les nègres étaient dans les maquis et défendaient la France. Il y a des gens qui disent aujourd'hui qu'il faut chasser tous les Noirs de France, mais leurs parents collaborent. Pendant que les Noirs, eux, défendaient la France dans les maquis de Vercors. Donc, nous disons que, au niveau de l'Afrique, c'est pareil. Ce n'était pas un commerce triangulaire. Parce qu'il faut me montrer les Africains qui étaient comme les flibustiers, les négociants, les ceci, les ceci. On dit qu'il y a des mulâtres qui sont venus du Brésil. S'ils sont venus du Brésil, ils sont venus du Brésil. Hein? Qu'on dise Jean-Pierre, les résistances de l'Afrique, on ne dit jamais. Toutes confessions confondues. La résistance de l'Allemagne du Fouta Toro, la résistance d'Agadia, les résistants même qui ne sont pas connus, les résistants des peuples qui ont fait les Quilombos, c'est-à-dire les Djaga, qui brûlaient tout sur leur passage, qui faisaient tout pour ne pas être pris vivant, ils préféraient s'empoisonner plutôt que d'aller en captivité. On n'a jamais dit ça, Jean-Pierre. Parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs, c'est-à-dire les descendants de ceux qui ont fait la traite.
Ce sont eux qui écrivent l'histoire aujourd'hui. Et c'est à cette histoire que nous, on s'alimente. À cette source malsaine. Un peu comme si le peuple juif allait s'instruire de son histoire dans les livres des nazis. Jamais. Ils ont leurs propres historiens qui sont capables de connaître la documentation historique. Quand un historien noir fait ça, on dit, ah non, c'est un Africain, donc il est suspect. Certains ont même dit que lui-même, il a vendu des Antillais. Il s'appelle le professeur Ini Kori. C'est le plus grand spécialiste de la traite des Noirs actuellement vivant. On ne l'invite jamais en France. On va encore faire un colloque à Bobo, là, où il n'y a pas un Africain. Pour pouvoir dire plein de choses. Mais je vais me mettre aux premières loges. Comme ça, quand ils vont me voir, ils ne vont pas dire. C'est un intitulé qui interroge l'Afrique sur la connaissance qu'elle a elle-même de ses pertes. Est-ce qu'elle se souvient des arrachements qu'elle a vécus? C'est ça la capture. Est-ce que vous vous souvenez que il y a longtemps, on est venu ici vous enlever des gens? Et comment est-ce que vous transmettez cette mémoire? Oui. Et donc vous avez envie de vous placer du côté de l'Afrique et de cette mémoire face à une histoire parfois que vous qualifiez d'interprétation fallacieuse, c'est-à-dire de culpabiliser les Africains. Oui, je trouve que c'est un peu limite comme raisonnement. Quand on raconte l'histoire de la traite transatlantique vue du côté subsaharien, on ne parle que des fournisseurs de captifs qui ont existé, bien sûr, et nous ne sommes pas là pour le nier, mais qui n'ont pas été la majorité et qui ont agi pour leur propre compte, n'ont pas agi pour le bénéfice de leur communauté. C'est-à-dire que dans les communautés où il y avait des fournisseurs de captifs, la majorité ne participait pas au commerce négrier. C'est une chose. Et puis, il y a eu beaucoup de résistance. Et puis, il y a eu beaucoup de gens ordinaires qui ont souffert des choses qui ne sont jamais racontées. Et nous n'avons pas besoin de preuves matérielles pour le savoir. Il suffit simplement de prendre en considération le fait que en Afrique, dans ces temps comme aujourd'hui, vivaient des êtres humains, que les êtres humains ont des émotions et qu'à toute époque, une mère privée de son enfant est dans la détresse. Oui, vous diriez que cette plaie reste encore ouverte, béante aujourd'hui? Alors, en Afrique subsaharienne, je ne dirais pas ça. Peut-être dans la Caraïbe. Je pense qu'en Afrique, on souffre d'une blessure qu'on ignore soi-même. Et c'est donc beaucoup plus pernicieux. C'est-à-dire qu'il y a certainement dans la longue histoire de la traite transatlantique et des traites en général, parce qu'il n'y a pas eu que celle-là, des éléments qui expliquent beaucoup les situations que nous connaissons aujourd'hui. Mais comme nous méconnaissons cette histoire, nous avons un peu de mal à affronter notre présent. Oui. Il dit des traites négrières parce qu'il a l'intention de rappeler qu'il y a eu 13 siècles, du 7e siècle au 18e, 19e siècle. La traite arabo-musulmane. Voilà, transsaharienne et transérythréenne, qui, elle, aurait, selon des estimations loufoques qu'il a sorties, aurait fait 17 millions d'Africains déportés. Qu'en conséquence, il y a eu une traite beaucoup plus grave qui précède... C'est celle qui a fait 12 millions. Que celle qui n'a fait que 12 millions. Et que dans les deux cas, ce sont des Africains eux-mêmes, des rois nègres, qui vendent nègres. Sauf que dans son ouvrage, il ne donne aucun exemple pour les premiers siècles. Aucun exemple de ces rois et ces royaumes qui auraient vendu voilà. À une époque, au XVe siècle, il y a des marchés aux esclaves en Europe. Il y en a à Verdun, à Venise, quasiment tous les pays, toutes les grandes villes, les métropoles méditerranéennes d'Europe sont des marchés aux esclaves. Qui ont prospéré, qui sont venus des grandes villes. Venise, les gens vont se marier à Venise, c'était un marché où on vendait des êtres humains. Oui, mais qu'on allait voler. Mais des Européens eux-mêmes. Des Européens, oui, qu'on allait voler dans les pays dits slaves. Dits slaves, c'est ça. Voilà, d'où vient slave, sclavus, esclave. Donc, eux, ils avaient des marchés à cette époque. On lui demande d'en trouver en Afrique de l'époque, de la même époque, il n'en a pas trouvé. On lui demande il n'en a pas cité, et voilà, donc c'est son. Donc c'est une déclaration gratuite. Gratuite, qui n'est pas étayée. Et donc, il y avait une traite avant, qui est beaucoup plus importante, mais il y a eu une sorte d'accord entre l'élite africaine et l'élite arabo-musulmane à l'approche des indépendances, qui ont fait une sorte de d'accord tacite
pour taire cette question afin de, eux, ensemble, s'opposer à l'Occident. Voici pourquoi les Africains ne considèrent... Opposer une unité africaine, blanche et noire. Factice, voilà. Voici pourquoi ils taisent les déportations transsahariennes et qu'ils font plein de foin de déportations transatlantiques. Voici pourquoi il met en avance les traites. Sauf que le thème de traite est mensonger en ce qui nous concerne. Il s'agit de razzia et de déportation. La traite pose d'emblée ce phénomène comme un phénomène commercial. C'est pas de ça qu'il s'agit. Si c'est un crime, ce n'est pas un commerce. Donc déjà, ce thème de traite, voilà, il entraîne dans une perspective qui est mercantiliste, exclusivement mercantiliste, et qui n'intéresse que le négrier qui vient faire du business sur le dos des nègres qu'il veut raser. Mais du point de vue de l'Africain qui est rasé, du point de vue du Kunta Kinte, ce n'est pas une traite. C'est une violence initiale. Il est arraché à soi-même, au sien, et déporté. Donc, ce qui est essentiel dans cet événement, c'est très précisément cette violence initiale. Ce n'est pas le commerce qui en découle après. Donc une violence que le terme utilisé efface du purement fait et simplement. Et vous ne verrez aucune page dans cet ouvrage de 300 et quelques, vous ne verrez aucune page sur l'atrocité, y compris des opérations de razzia, y compris de la traversée à fond de cale, pestilentielle, rien. Mais on rien trouve, de ce qui est atroce dans, on trouve ça, cet événement. Heureusement qu'on a des détails par les chroniqueurs et parfois même par les négriers eux-mêmes. Voilà. Alors donc, on distingue cette traite arabo-musulmane de cette partie de razzia, etc., qui a concerné l'Afrique subsaharienne, ce qu'on appelle l'Afrique noire. Donc, le terme de traite qu'il utilise au pluriel est une stratégie, est une démagogie. D'accord ?